Bienvenue à tous les WeSeeders. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le live de IMD Pharma. Pour cela, nous sommes accompagnés ce soir de Cédric Olivier Turin et Rémi Poupeau qui se présenteront lors de leur présentation. Je vais laisser la main à Maxime qui va vous présenter le déroulé du live ainsi que les différents outils à votre disposition pour pouvoir poser des questions à nos dirigeants. Merci Bastien. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, comment ça va se dérouler? Donc, une fois notre introduction terminée, on passera la main à Cédric Olivier et Rémi, qui se chargeront de présenter l'activité d'IMD Pharma qui est actuellement en collecte sur la plateforme. Ils présenteront également les enjeux de la levée de fonds et pourquoi ils font appel à WeSeed et à vous, WeSeeders. Donc, ils vous partageront un support de présentation. Et ensuite, on passera à la phase de questions-réponses que beaucoup d'entre vous attendent. À ce sujet, si vous voulez poser votre question, c'est assez simple. En bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur le clavier. Et ensuite, avec Bastien, nous nous chargerons de la poser à Rémi et à Cédric Olivier. Messieurs, on vous laisse la main. Je vais lancer le partage d'écran et on vous laissera présenter la société. Alors, il faut remonter. Je vais mettre le petit. Hop, c'est bon. On vous laisse la main, messieurs. Merci, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce live. Nous allons vous présenter nos activités, notre projet et nos ambitions. Et nous serons très heureux d'échanger avec vous à l'issue de cette courte présentation. Avant de commencer, nous souhaitons remercier la communauté WeSeed. Vous êtes plus de 800 à nous soutenir et nous recevons beaucoup de messages d'encouragement. La collecte en cours a un objectif de 300 000 € et aujourd'hui, mardi 1er juin, vous avez réuni 152 000 €. Il y a un petit peu de délai dans le passage des slides. Avec les flèches, sinon. Voilà. Donc, je suis Cédric Olivier Turin. Aujourd'hui, je suis directeur de recherche au CNRS et cofondateur d'IMD Pharma. Je suis chimiste de formation. Ça fait 25 ans que je conçois des molécules multivalentes, comme celles qui sont à l'origine de la technologie d'IMD Pharma, et que j'étudie les propriétés de ces molécules dans le domaine biomédical et dans les domaines des nanosciences et des nanotechnologies. J'ai récemment reçu le feu vert du comité d'éthique du CNRS pour être PDG de la société après l'été. Et à côté de moi se trouve Rémi Poupeau, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Rémi Poupeau, je suis professeur de biochimie à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et en termes de recherche, j'effectue ma recherche dans un laboratoire INSERM qui est localisé sur le CHU Purpan. Et ça fait environ 15 ans que je travaille sur l'inflammation. Voilà, et le troisième cofondateur de la société, c'est Serge Calais, qui est entrepreneur et qui a une grande expérience dans le développement préclinique de candidats médicaments. Comme je disais tout à l'heure, la structuration d'IMD est en cours. C'est ce que vous voyez sur la droite de la diapositive. À partir du 1er octobre, je serai donc PDG. Je pourrai toujours compter sur Rémi et sur Serge, qui seront respectivement conseillers pour les affaires biomédicales et les affaires précliniques. Le support financier et administratif sera externalisé dans un premier temps et nous allons recruter 2 jeunes docteurs début 2022 pour le support en recherche et développement. Donc aujourd'hui, la société est hébergée au laboratoire de chimie de coordination du CNRS qui a vu naître la partie chimie de la technologie d'IMD Pharma. Nous avons signé avec ce laboratoire une convention d'hébergement et un contrat de collaboration de recherche. Et pour la partie biologie, nous sommes en train de faire exactement la même chose avec le laboratoire Infinity de l'INSERM dans lequel travaille Rémi. Nous collaborons très étroitement avec le professeur Arnaud Constantin, qui est chef de service de rhumatologie de Toulouse. C'est très important pour nous de travailler avec Arnaud, car notre objectif, c'est d'aller en clinique. Et avec Arnaud, nous bénéficions donc du regard critique du clinicien dès les premières étapes de développement. Nous travaillons aussi avec la SAD de Toulouse, Toulouse Tech Transfer, qui est actionnaire de la société et qui nous accompagne pour les questions de propriété industrielle et de levée de fonds. Et nous avons gardé de très bons contacts avec Nubo, l'incubateur Nubo, chez qui nous avons passé 18 mois.
Donc, IMD Pharma a un écosystème assez standard pour une jeune biotech. Comme vous le savez, notre cœur de métier, c'est le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Les plus connues sont sans doute la polyarthrite rhumatoïde, il y a aussi les scléroses en plaques, le psoriasis, pardon, ou encore la maladie de Crohn. Il y a 350 millions de personnes qui souffrent de ces maladies inflammatoires chroniques et tous ces patients ont en commun un système immunitaire hors équilibre, c'est-à-dire un système immunitaire qui produit et qui reçoit plus de signaux pro-inflammatoires que de signaux anti-inflammatoires. Et la réponse thérapeutique, alors dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire chronique très invalidante et causant des douleurs et des déformations articulaires, on a à peu près la même réponse thérapeutique que pour les... Alors, je me suis un petit peu embrouillé, je vais vous parler d'abord de la physiologie, peut-être un peu de la polyarthrite rhumatoïde. C'est un petit peu compliqué de gérer deux écrans en même temps, j'en suis désolé. Donc, dans cette maladie, il y a un contexte inflammatoire généralisé qui est entretenu par les lymphocytes T, CD4+, et les monocytes. Cette inflammation généralisée, qu'on appelle aussi inflammation systémique, elle va suractiver des protéases, en l'occurrence les protéases MMP3 et MMP9, qui vont dégrader le cartilage. Cette inflammation généralisée, elle va aussi suractiver la différenciation des monocytes en ostéoclastes. Ces ostéoclastes sont des grosses cellules qui vont dégrader l'os. Donc c'est une maladie assez complexe, avec un grand nombre de promoteurs de l'inflammation, et c'est cette inflammation dirigée contre les articulations qui est la cause des douleurs et des pertes de fonctionnalité dont souffrent les patients. Donc, j'en viens donc à la réponse thérapeutique. Aujourd'hui, la réponse thérapeutique, donc, pour les maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, c'est essentiellement de l'immunosuppression, soit avec des médicaments dits biologiques, comme les anti-TNF pour les plus connus, soit avec des petites molécules chimiques comme les inhibiteurs de kinase. Ces médicaments ne ciblent qu'un seul des acteurs de l'inflammation et leur effet immunosuppresseur est accompagné d'effets secondaires. Le constat aujourd'hui, c'est que l'immunosuppression, c'est 20 à 40% d'échecs thérapeutiques, soit par manque d'efficacité, justement parce que ces stratégies ne visent qu'un seul des acteurs de l'inflammation, soit parce que les effets secondaires sont trop forts pour les patients et ces derniers abandonnent donc leur traitement. Le marché de la polyarthrite rhumatoïde est estimé aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Il compte 5 millions de patients traités et le marché que nous ciblons avec IMD Pharma, c'est celui des patients en échec thérapeutique. C'est un marché qui augmente significativement ces derniers temps. Quelques mots sur la concurrence. C'est assez simple. Toute l'industrie pharma, toutes les big pharma, tous les génériqueurs sont positionnés sur ce marché. C'est un marché assez complexe et assez concurrentiel. Néanmoins, il y a peu d'innovation puisque sur le marché, comme dans les pipelines de R&D, on trouve essentiellement des composés immunosuppresseurs comme les biologiques dont je viens de vous parler ou des inhibiteurs de kinase. Alors, il y a quand même quelques exceptions qui concernent essentiellement des biotech, comme Abivax, dont vous avez sans doute entendu parler, ou Istesso. Le dernier point à noter concernant la concurrence et le marché, c'est qu'il y a un vrai retour aux molécules chimiques qui reprennent des parts de marché aux médicaments dits biologiques. Je vais laisser maintenant la parole à Rémi. Merci. Donc, la stratégie chez IMD Pharma est différente de celle de nos concurrents, bien évidemment, puisqu'on ne cherche pas à obtenir un effet immunosuppresseur, on cherche plutôt à rééquilibrer le système immunitaire pour résoudre l'inflammation, et ceci en impliquant plusieurs acteurs cellulaires. Et effectivement, il y a un besoin médical non satisfait, comme l'a dit Cédric Olivier, pour identifier de nouvelles cibles qui, à la fois, vont limiter l'inflammation et promouvoir la résolution de cette inflammation. Donc, avec nos molécules, nous rééquilibrons le système immunitaire et ce rééquilibrage est basé sur un mécanisme d'action qui est nouveau et qui va mettre en jeu l'agrégation de plusieurs récepteurs qui sont des acteurs clés de la réponse inflammatoire. Ces récepteurs, vous les avez ici sur le schéma, vous avez de véritables récepteurs à la surface des monocytes, vous avez également des médiateurs solubles de l'inflammation. Et en agrégeant
l'ensemble de ces acteurs de l'inflammation, on va avoir un rééquilibrage du système immunitaire via un mécanisme qui implique donc plusieurs types cellulaires de l'immunité. Et tout ça, ça va promouvoir la résolution de l'inflammation en produisant de l'interleukine 10 ou IL-10. Cette cytokine est la cytokine clé pour résoudre l'inflammation. C'est une cytokine anti-inflammatoire. Nos familles de molécules sont protégées par 2 familles de brevets. Donc la première plateforme moléculaire que nous développons depuis environ 10 ans, notamment avec le composé IMD006B, est protégée par une famille de brevets qui couvre la plupart des marchés mondiaux. Nous avons des licences exclusives d'exploitation en santé humaine et en santé animale. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas de santé animale, mais uniquement de santé humaine. Et les résultats que nous allons vous présenter concernent pour l'instant cette première plateforme qui est en fait notre standard interne chez IMD Pharma. Nous avons développé récemment une seconde plateforme moléculaire avec des modifications à plusieurs endroits de nos molécules. Ce sont les carrés verts et noirs ici. Et en fait, nous avons récemment déposé 2 demandes de brevets internationales. C'était en décembre 2019. Et là encore, nous avons les licences exclusives mondiales en santé humaine et animale. Et c'est à partir de cette nouvelle plateforme que nous avons dans notre pipeline 3 à 4 nouveaux candidats médicaments qui sont en cours d'évaluation et pour lesquels nous ne vous présenterons pas de résultats aujourd'hui. Donc notre première indication, comme l'a dit Cédric Olivier, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Et donc je vais vous montrer ici les résultats d'efficacité thérapeutique de la molécule IMD006B, notre standard interne, sur un modèle murin, modèle de souris, de polyarthrite rhumatoïde. Sur ce graphe, vous avez ici, sur la ligne verticale, le score clinique, donc qui va de 0 à 12, et qui consiste en fait à mesurer l'inflammation au niveau des 4 pattes de la souris. On suit l'évolution de ce score clinique en fonction du temps, ici sur une vingtaine de semaines, et vous avez 2 séries de courbes. Vous avez les courbes ici en marron et orange des groupes contrôle, donc des groupes de souris malades mais qui n'ont pas été traités avec nos molécules, et vous voyez que l'inflammation, le score clinique augmente au cours du temps avant de plafonner à 12. Le groupe en orange, la courbe en orange, c'est le groupe contrôle pour l'administration intraveineuse. Au lieu d'administrer nos molécules, nous avons administré du sérum physiologique. Et en marron, c'est le groupe contrôle pour l'administration orale, pour lesquels les souris ont été gavées également avec du sérum physiologique. En bleu foncé, on voit les résultats de l'inhibition des symptômes de la maladie lorsque l'on administre la molécule à 10 mg par kilo par semaine. Je répète, 10 mg par kilo par semaine. Donc c'est une dose qui est quand même relativement faible, par voie orale, et on voit qu'en quelques semaines, on arrive à réduire le score clinique. Et l'effet est encore plus prononcé lorsque l'on administre la molécule à la même dose par voie intraveineuse, ceci étant dû à une plus grande biodisponibilité de la molécule par voie veineuse. Dans les 2 cas, on a essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait dans les souris, et en fait, on a montré qu'en ciblant les monocytes et les lymphocytes CD4+, dont Cédric Olivier vous a parlé tout à l'heure, en ciblant ces cellules, en fait, on a une action sur les 3 principales caractéristiques de la maladie. On a une action anti-inflammatoire systémique et articulaire. On inhibe également la dégradation du cartilage en inhibant les protéases dont il a été question tout à l'heure, et on inhibe également la résorption osseuse en inhibant la différenciation des monocytes en ostéoclastes. Je vais revenir sur ce dernier point puisque nous avons eu la possibilité, grâce à notre collaboration avec le service de rhumatologie dirigé par Arnaud Constantin, d'avoir à notre disposition du tissu rhumatoïde humain provenant donc de chirurgie chez des patients qui étaient en échec thérapeutique, les 20 à 40% de patients en échec thérapeutique, les plus gravement atteints, on va retirer la membrane synoviale. Nous avons eu ces membranes synoviales et nous avons pu montrer que nos molécules ont les mêmes effets sur la membrane synoviale humaine que ce qu'on avait pu voir dans la souris. Ce que l'on vous montre ici, c'est la différenciation des monocytes en ostéoclastes. Ici, c'est une membrane synoviale contrôle. On va compter 61 ostéoclastes par nanomètre carré. Les ostéoclastes, ce sont les points foncés que vous voyez ici sur le tissu. Lorsqu'on va activer leur différenciation de manière classique, on va monter à 200 ostéoclastes par nanomètre carré. Et lorsqu'on fait cette activation en présence de nos molécules, on voit bien qu'on a une inhibition de la différenciation. Et donc ça, c'est extrêmement important puisque ces expériences permettent de montrer que le rééquilibrage que l'on a pu voir chez la souris, il se produit également chez l'homme à partir de tissus malades.
À côté de l'efficacité, il faut également s'intéresser bien évidemment aux potentiels problèmes de toxicité pour les molécules candidats médicaments. Et donc, nous avons au cours des années, dans différents modèles animaux ou dans des modèles in vitro, montré que nos molécules ne sont pas génotoxiques. Nous avons également mesuré la dose maximale tolérée. La dose maximale tolérée, c'est la première dose à laquelle on n'a aucun effet délétère chez la souris ou le rat. Cette dose est de 100 mg par kilo, donc ça fait 10 fois la dose active, qui était de 10 mg par kilo. Donc ça laisse une marge de manœuvre qui est extrêmement importante. Pour information, le paracétamol, la différence entre la dose efficace et la dose toxique est de 2. Nous n'avons pas détecté non plus de cardiotoxicité, pas d'immunosuppression. Et globalement, chez les animaux qui ont été injectés avec nos molécules, il y avait une très bonne tolérabilité et pas d'effet indésirable. Alors, nous avons d'autres indications auxquelles nous nous intéressons, des pathologies inflammatoires chroniques pour lesquelles les mécanismes sous-jacents à la maladie sont assez proches de ceux de la polyarthrite rhumatoïde. La première maladie, c'est la sclérose en plaques. Et dans un modèle murin de souris, nous avons également évalué l'efficacité de la molécule IMD006B. Vous avez ici, comme tout à l'heure pour la polyarthrite rhumatoïde, le score clinique chez les souris. Cette fois-ci, il va de 0 à 5. Et ici, en fonction du temps, on est en jours et pas en semaines comme tout à l'heure. La courbe en rouge ici, c'est la courbe des animaux contrôle, donc qui assez rapidement vont atteindre un score maximum autour de 4. Et nous avons testé notre molécule sur la courbe en bleu et nous l'avons mise en compétition, comparée avec le fingolimod, qui est la molécule à l'heure actuelle de première ligne pour traiter les formes modérées de sclérose en plaques. Notre molécule est administrée à J18 et on sait que dans ce modèle, à partir de J18, les souris sont vraiment en difficulté. Et ce que l'on voit, c'est que notre courbe passe rapidement sous la courbe d'efficacité du fingolimod et qu'au bout de 45 jours, on a un score clinique qui est revenu à 1, ce qui est un excellent résultat. Notre molécule, dans ce modèle, a été administrée à 10 mg par kilo tous les 3 jours, puisque c'est un modèle un peu plus rapide que le modèle de polyarthrite rhumatoïde. Dans ce modèle, nous avons également montré que les mécanismes qui sous-tendaient l'action de nos molécules étaient tout à fait comparables avec ce que l'on avait vu dans le modèle de polyarthrite rhumatoïde. Enfin, la dernière pathologie à laquelle on s'est intéressé, c'est le psoriasis. Dans ce modèle de souris de psoriasis, la molécule n'est pas administrée par voie intraveineuse ou orale, mais en application directement sur les plaques de psoriasis à 50 mg par kilo. Et vous avez ici la comparaison entre une peau de souris malade non traitée et une peau de souris qui était malade mais traitée avec notre molécule IMD006. Et sans rentrer dans les détails, vous avez ici la partie la plus foncée, c'est l'épiderme. Et on se rend compte que lorsque les souris sont traitées avec nos molécules, l'épiderme est beaucoup moins épais que chez les souris non traitées. En dessous, ici, en un peu plus clair, vous avez le derme. Et si on regardait bien en détail, on verrait que la quantité de cellules inflammatoires infiltrant le derme est significativement diminuée lorsque les souris ont été traitées par nos molécules. Vous avez ici ce qu'on appelle le score histologique, donc l'analyse quantitative de différents paramètres sur les différentes groupes de peau. Donc pour nos molécules, ici à 5 mg par kilo et à 50 mg par kilo. Et on voit bien qu'en effet, en fonction de la dose, on a un effet qui est d'autant plus prononcé sur ce modèle de psoriasis. Merci Rémi. On va maintenant conclure cette présentation en évoquant rapidement le plan de développement de la société. Nous avons 2 ambitions pour les 5 années à venir. Le premier objectif, c'est d'obtenir une preuve d'efficacité dans la polyarthrite rhumatoïde chez l'homme, c'est-à-dire des résultats positifs à l'issue d'une étude clinique de phase 2 à l'horizon 2026. Je vais entrer un petit peu dans les détails pour les 2 années à venir. Donc en 2021, ici, les charges principales sont liées aux activités de R&D pour 330 000 €. Ces dépenses incluent des études que nous avons déjà terminées, comme la préparation de l'eau préclinique de 200 grammes, une étude de dérisquage, qu'on appelle une étude de dérisquage, c'est la recherche de risques d'effets indésirables, ou encore le début des études bioanalytiques.
Nous allons continuer cette année avec des études sur l'efficacité de la molécule et nous allons continuer de documenter son mode d'action. Les charges internes sont de l'ordre de 70 000 € pour cette année 2021. En 2022, nous allons entrer dans le cœur des études précliniques avec la synthèse d'un lot préclinique de 1 kg certifié, des études de stabilité sur ce lot préclinique, la suite des études de bioanalytique et puis un gros volet sur la pharmacocinétique et la toxicologie. Les charges externes de R&D pour cette année 2022 seront de 830 000 € et les charges internes vont augmenter à 220 000 €, l'augmentation étant due aux recrutements qui sont prévus pour cette année 2022. Tout ça va nous amener en 2023 aux études précliniques réglementaires, ici, juste avant les études cliniques de phase 1, puis les études cliniques de phase 2, qui seront financées successivement par une série A, puis une série B. Donc voilà un petit peu le chemin à parcourir pour atteindre ce premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de sécuriser une indication secondaire, comme le psoriasis, avec un coût de R&D quasiment nul pour les 2 prochaines années. Sécuriser, ça veut dire en fait faire la préclinique, quasiment toute la préclinique, et être prêt à tout moment à pivoter sur cette indication secondaire. Donc, je vous propose de terminer cette présentation par le plan de financement pour les 2 prochaines années. Nous venons de lever 370 000 € auprès de Business Angel et de la SAT Toulouse Tech Transfer. Nous avons cet objectif de collecte de 300 000 € sur la plateforme WeSeed et nous sommes en discussion avancée, on va dire, avec un autre Business Angel pour une entrée de 200 000 €. Donc, ça fait un total en dilutif de 870 000 € que nous compléterons avec du non dilutif auprès de BPI France et de l'Agence de développement de la région Occitanie. Je rappelle l'enjeu de ce tour d'amorçage, c'est de sécuriser le développement préclinique pour l'indication polyarthrite rhumatoïde dans les 2 années qui arrivent. Les études suivantes, les étapes suivantes, c'est donc les études de phase 1 avec des résultats attendus début 2025, puis les études de phase 2 avec des résultats attendus courant 2026. Et dans le même temps, nous aurons sécurisé d'autres indications en inflammation chronique. Voilà, il y a donc une sortie possible à l'échéance fin 2026, début 2027 pour les WeSeeders. Voilà, j'espère qu'on a été suffisamment clair malgré le cafouillage de début de présentation. Je renouvelle nos remerciements pour le soutien de la communauté WeSeeder et on est prêt maintenant à répondre aux questions. Je vois qu'il y a quelques questions qui se profilent sur les questions. J'ai arrêté de partager l'écran. Merci à tous les deux pour cette présentation. Merci. Comme vous l'avez dit, Cédric Olivier, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, on a déjà quelques questions en attente. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, voilà, posez votre question, c'est en bas dans la bulle QR. Il suffit de cliquer dessus, de taper votre question, de nous la soumettre. Ensuite, avec Bastien, on se chargera de la poser à Rémi et à Cédric Olivier. On va commencer avec les questions. Hop. Je vais prendre la première question de Philippe. Les dirigeants fondateurs ont-ils l'intention de quitter la fonction publique, CNRS, INSERM, faculté, pour se consacrer pleinement à IMD Pharma, et sinon, pourquoi? Alors, la réponse, Philippe, la réponse est oui. Je vais quitter, mais je vais glisser progressivement, c'est-à-dire que je vais être mis à disposition par le CNRS. C'est une mise à disposition incomplète pour les 6 prochains mois, pardon, pas les 6 prochains mois, mais à partir d'octobre 2010, donc jusqu'en octobre 2021 jusqu'en avril 2022, je serai mis à disposition par le CNRS à 80%, donc il me restera 20% consacré au CNRS. Et à partir d'avril 2022, je serai à 100% IMD Pharma et 0% CNRS.
Et pour Rémi, peut-être? Donc, pour ce qui me concerne, je suis également prêt, bien sûr, à intégrer la société en tant que salarié. Si cela se fait, ça se fera un petit peu après Cédric Olivier, puisque, bien évidemment, cela induit des charges salariales importantes. Mais là encore, il y a des dispositifs qui nous permettront d'intégrer la société et de consacrer 100% de notre temps à son développement. Et si je peux compléter, des recrutements dont vous avez parlé, Cédric Olivier, sont prévus sur les prochains mois? Alors, on a prévu 2 recrutements, 2 jeunes docteurs au 1er janvier 2022. Ok. Très bien. On va enchaîner avec une question de Lionel concernant la propriété intellectuelle. Bonjour, quelle confiance peut-on avoir dans le respect des brevets en Asie? Quelles sont les ressources pour les défendre en cas de plagiat? Je vais peut-être faire une petite introduction. C'est vrai que la Chine est c'est le pays de la contrefaçon. C'est aussi un des acteurs majeurs de la propriété intellectuelle dans le monde. Donc aujourd'hui, la confiance qu'on peut avoir dans le respect des brevets en Asie, c'est un peu la confiance qu'on peut avoir dans les autorités chinoises qui complètent et qui amendent l'ensemble de la réglementation chinoise chaque année pour protéger de mieux en mieux l'ensemble des brevets. Il y a notamment beaucoup de coordination entre les différents pays, France, Chine, pour lutter contre la contrefaçon. Je ne sais pas si vous voulez compléter cette Oui, réponse. ce qu'on peut dire, c'est effectivement la contrefaçon, elle existe dans ces pays-là, il y a aucun doute là-dessus. Il est possible que nous en soyons victimes comme d'autres groupes, petits ou grands. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie pour contourner ça, c'est qu'au départ, on a plutôt tendance à laisser faire et puis à véritablement introduire une action légale au moment où le chiffre d'affaires des ventes devient conséquent. Donc voilà, les stratégies, elles sont connues, elles sont mises en place par des cabinets d'avocats internationaux. Oui, j'ajouterais qu'il y a une autre manière de se prémunir un petit peu contre la contrefaçon, c'est le savoir-faire qui englobe, qui est une partie de la propriété intellectuelle, mais qui est secret. Et ce savoir-faire, c'est une exclusivité au sein de la société. On est les seuls à maîtriser le savoir-faire qui permet de développer les plateformes moléculaires sur lesquelles on travaille. Et ne pas divulguer ce savoir-faire, c'est aussi une façon de se protéger. Il n'y a pas tout dans les brevets. Le savoir-faire n'est pas systématiquement, exhaustivement décrit dans les brevets. Ok, merci à tous les deux. Je vais répondre à la prochaine question, alors, qui a été posée par Lyoun dans l'espace discussion, mais bon, on va quand même la prendre. Est-ce possible de recevoir la présentation? Alors, peut-être avant que vous répondiez à la question, le replay sera disponible dès demain sur la plateforme. Et après, je ne sais pas, messieurs, si vous voulez qu'on rende la présentation disponible sur la page WICID un peu plus tard. Si le replay suffit. Le replay devrait suffire. Le replay devrait Sinon, contactez-nous directement et si vous avez des questions complémentaires, on répondra dans les commentaires. Ok. Je vais continuer. Bastien, Oui. Vas-y, Bastien. Concernant la levée de fonds de 2022 que vous avez présentée dans la fin de la présentation, qu'est-il prévu, envisagé? Est-ce que c'est une nouvelle levée avec WICID? Est-ce que c'est plutôt avec on va dire des professionnels de l'investissement dans la santé? Qu'est-ce que vous envisagez? Des industriels? Alors, essentiellement des investisseurs spécialisés en santé, puisqu'il y aura sans doute plusieurs tours après le prochain. Mais on aimerait bien continuer l'aventure avec WICID et donc la porte est ouverte pour les WICIDeurs. J'espère que ce sera possible lors de la prochaine levée de fonds. Après, on imagine que l'intervention de potentiels industriels se font à certaines étapes du développement. Peut-être que ça serait bien de rappeler les différentes étapes de mise sur le marché d'un médicament et à quelle étape ces investisseurs, on va dire, industriels peuvent entrer dans votre société au capital de IMD. Alors, oui, peut-être juste pour dire une chose, quand même une spécificité que l'on a, comme on a tenté de vous l'expliquer dans la présentation, on a des molécules qui sont extrêmement innovantes en termes de mécanismes d'action et des molécules auxquelles les industriels de la pharmacie ne sont pas habitués. On les a déjà démarchés et ils attendent de notre part énormément de preuves d'efficacité, mais également de preuves de sécurité des médicaments, de nos médicaments, avant d'investir. Donc peut-être plus que pour des molécules qui seraient déjà connues et qui répéteraient des choses déjà en place.
Et ensuite, en ce qui concerne dans le modèle actuel de rachat des petites sociétés comme la nôtre de biotech, ça se passe plutôt à la fin des essais de phase 2, c'est-à-dire une fois que l'on a montré l'efficacité de la molécule chez un petit groupe de patients, donc quelques dizaines de patients. C'est le schéma actuel, il est très évolutif, donc difficile de prévoir exactement ce qui va se passer, mais bon, on table plutôt là-dessus aujourd'hui. Ok. Peut-être sur les différentes étapes, est-ce que vous pouvez rappeler une ou deux phrases Donc, on vous a parlé en phase clinique. Alors, en phase préclinique, c'est tout ce qu'on fait chez l'animal. Là, il n'y a aucun échec chez l'homme. Préclinique non réglementaire, c'est-à-dire qui ne répond pas forcément aux questions posées par les agences de régulation, c'est là où nous en sommes. Et ensuite, il y a toutes les réponses que nous devons apporter aux agences de régulation du médicament, c'est ce qu'on appelle le préclinique réglementaire, et qui doit être forcément sous-traité pour être fait par des sociétés accréditées. Ce n'est pas nous qui testerons nos propres molécules. Une fois que l'on a ces résultats, on les soumet à l'agence de régulation qui va nous autoriser à administrer la molécule chez l'humain. Ce qu'on appelle la première phase, la phase 1, on administre la molécule à quelques patients volontaires sains qui n'ont aucune pathologie et on essaye de voir quelles sont les premières réponses biologiques de ces patients sains à notre molécule. Lorsque cette phase est validée, alors on s'adresse aux patients que l'on cible, pour nous la polyarthrite rhumatoïde, et on va donc administrer la molécule à une petite dizaine, petite vingtaine de patients, en cherchant bien sûr l'efficacité, mais en contrôlant également bien sûr la sécurité, puisque cette fois-ci ce sont des patients malades qui peuvent avoir des réponses différentes de volontaires sains. Ok, merci. Et ensuite, phase 3, en phase 3, on élargit le panel de malades, en gros, au lieu d'être dans un seul hôpital, un seul pays, on va être dans plusieurs pays, plusieurs hôpitaux. Et la mise sur le marché se fait à l'issue de la phase 3, et ensuite il y a la phase 4, qui s'appelle la phase de pharmacovigilance. On continue à surveiller de près les effets du médicament après le début de sa commercialisation. Okay. Ensuite, on va enchaîner avec deux questions de Philippe. Quelle est la durée d'une licence sur une molécule? Sinon, conditions de l'utilisation par un autre labo? Alors, la licence est exclusive, donc aucun autre labo ne peut l'utiliser, sauf si nous, IMD Pharma, souhaitons sous-licencier une molécule à une autre entité. On a la liberté absolue de sous-licencier à une autre entité. Et la question concerne la durée de la licence. Un brevet a une durée de 20 ans en conditions générales. Dans certaines indications de maladies, on peut avoir une extension, notamment en Europe, de 5 à 7 ans, parce que le développement de médicaments étant très long, les bureaux de brevets accordent une extension de l'exclusivité. Et c'est aussi pour cette raison que l'on a développé notre deuxième plateforme. Les brevets qui concernent la première commencent à être un petit peu anciens. Ils datent de 2008. Et donc, on a sécurisé notre propriété intellectuelle, on l'a renforcée avec ces molécules de deuxième génération qui, elles, pourront être exploitées de manière exclusive jusqu'en 2039. Donc, ça nous laisse un petit peu le temps de venir voir. Voilà, et pour répondre plus précisément sur la durée de la licence que nous avons obtenue, eh bien, les termes du contrat de licence nous disent de manière un peu simplifiée que tant qu'IMD Pharma est en mesure de valoriser les composés pour lesquels elle a une licence exclusive, eh bien, la licence est à IMD Pharma. Donc, en gros, tant qu'IMD Pharma existe, la licence exclusive en santé humaine et animale est valable. Très bien. Alors, on va revenir juste sur la mise sur le marché. On a deux nouvelles questions de Philippe. À quel horizon planifiez-vous la première mise sur le marché? Alors, comme le disait Rémi, c'est un petit peu long quand même, le développement de médicaments. Je crois que c'est assez difficile de donner une date. On peut donner une plage. Entre 2028 et 2030, c'est envisageable une première mise sur le marché. C'est une échéance assez raisonnable. Et quelles sont les parts de marché? Ça, c'est assez difficile à évaluer. Le marché de la polyarthrite rhumatoïde est assez morcelé. Il est très gros et il est assez concurrentiel. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle molécule avec un mode d'action en rupture, différencié de ce qui existe déjà sur le marché, est susceptible de générer entre 0,5 et 1 milliard de dollars dans les 2 à 3 premières années de la mise sur le marché. C'est assez compliqué de répondre en termes de part de marché aujourd'hui.
D'autant plus que par rapport à l'investissement WeSeed, la sortie étant prévue avant la mise sur le marché, ces questions-là n'intéressent pas trop. Non, ça n'intéresse pas les investisseurs d'aujourd'hui, mais ce sont des questions intéressantes parce que ça permet de se projeter et de mieux comprendre quels sont les enjeux globaux et pourquoi certaines biotech prennent beaucoup de valeur lorsqu'elles ont des résultats positifs en phase 2A. Parce que généralement, les marchés qui sont derrière donnent un petit peu le vertige. C'est une question qui intéresse quand même les investisseurs qui sont directement concernés par ce type de pathologie, j'imagine. Oui, 2028, si tout va bien, on peut espérer avoir la molécule à disposition des premiers patients hors essai clinique. Et puis, ça intéressera les investisseurs qui pourront potentiellement racheter les parts de la WICA. On va poursuivre avec une autre question. Pourquoi avoir choisi la polyarthrite rhumatoïde et pas une autre maladie auto-immune comme première indication? Et quelles sont les autres indications thérapeutiques que vous envisagez? Alors, pourquoi la polyarthrite rhumatoïde? Je dirais par opportunité scientifique au départ, puisque l'équipe que je dirige actuellement au laboratoire Infinity à Toulouse englobe les chercheurs, les médecins du service de rhumatologie du CHU de Toulouse. Donc, évidemment, les compétences étaient dans l'équipe pour évaluer les premiers composés dans cette pathologie. Et comme ça a très, très bien fonctionné, que l'on a pu faire des publications de très haut niveau dans des journaux reconnus au niveau international, on a développé cette indication en priorité. Et ensuite, les autres indications, ce sont des maladies qui sont relativement proches, comme je l'ai dit dans la présentation. Même si les symptômes sont différents, la base de la maladie est assez commune. C'est la sclérose en plaques, le psoriasis. Et alors pourquoi on a arrêté, on a choisi la polyarthrite plutôt que la sclérose en plaques? Il faut savoir que le problème de la sclérose en plaques en phase clinique, c'est que l'évaluation de l'efficacité des molécules est compliquée à mettre en évidence. Et donc, ce sont des essais qui sont très chers. Et donc, du coup, ça nous semblait plus pertinent d'un point de vue économique de cibler la polyarthrite rhumatoïde plutôt que la sclérose en plaques. Mais les résultats que l'on a en sclérose en plaques sont d'un niveau également exceptionnel. Je vous l'ai montré par rapport au fingolimod. C'est vrai que ça a été un choix compliqué, mais économiquement, il était plus rationnel de s'intéresser à la polyarthrite rhumatoïde. Oui, et puis on a aussi de très bons résultats sur des échantillons de patients en échec thérapeutique grâce à la collaboration avec Arnaud, et ça c'était un argument fort aussi pour aller vers la polyarthrite rhumatoïde en première indication. Très bien. Alors, une autre question, pourriez-vous nous donner plus de détails sur le mécanisme d'action et qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Alors, ça, c'est effectivement notre spécificité. Globalement, aujourd'hui, un médicament va cibler ce qu'on appelle une cible thérapeutique unique. C'est typiquement le cas des anticorps monoclonaux qui vont cibler un des acteurs moléculaires des maladies, donc ce qu'on va appeler une cytokine inflammatoire comme le TNF. En ciblant une seule molécule, on laisse quand même la place aux autres, et c'est pour ça qu'il y a des échecs thérapeutiques, parce que toutes ces cytokines inflammatoires ont quand même des rôles redondants, et si j'en bloque une seule, les 3 ou 4 qui vont être autour vont continuer à avoir une activité. Nous, ce que l'on fait, en fait, on va cibler les cellules qui produisent l'ensemble de ces cytokines pro-inflammatoires dans un réseau qui échange énormément. Et en fait, en rééduquant les cellules, on va tarir la source de toutes les cytokines pro-inflammatoires. Et en plus de ça, on a montré qu'on était capable d'induire ces cellules pour qu'elles produisent les cytokines anti-inflammatoires et qui vont promouvoir la résolution de l'inflammation. C'est pour ça qu'on parle de rééquilibrage. Ce n'est pas juste arrêter l'inflammation, c'est aussi rééduquer les cellules pour qu'elles-mêmes deviennent des cellules résolutives de l'inflammation. Très clair, réponse très claire. Une nouvelle question de Philippe concernant les études cliniques. Est-ce que vous envisagez des études franco-françaises ou au moins européennes afin de faciliter une autorisation de mise sur le marché européenne, internationale d'emblée? Alors, comme on l'a dit, la phase 2, ça concerne quelques dizaines de patients, 10, 20, 30 patients. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle des études monocentriques. Il y a un seul hôpital qui est concerné. A priori, ça se passera en France, probablement à Toulouse. Ensuite, au-delà, en phase 3, évidemment, là, on va ouvrir le panel des patients. Ok, merci. On se rapproche de la fin du live. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions qui sont en attente.
Est-ce que vous pouvez nous préciser le modèle économique et, ça vous en avez un petit peu parlé, mais à quelle échéance est prévue la sortie des WeSeeders et plutôt quelle typologie d'investisseurs seraient susceptibles de racheter des actions détenues par la WeCap dans IMD Pharma? Alors, l'horizon de sortie, je le présentais dans la toute dernière diapositive, c'est début 2027, après les résultats de la phase 2A pour la polyarthrite rhumatoïde. Le mécanisme qu'on envisage, c'est un rachat ou à minima un partenariat avec l'industrie pharmaceutique. C'est le schéma classique. En cherchant un petit peu sur Internet, il y a quelques sites qui référencent les acquisitions et les fusions de petites biotech par des grands groupes. Et le schéma classique, c'est effectivement un rachat entre la phase 1 et la phase 2A. Et comme l'expliquait Rémi, quand on est vraiment en rupture technologique, ça se passe plutôt après la phase 2A, après la preuve d'efficacité chez l'homme. Ok. Ok, merci à tous les deux. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot ou des remerciements pour les WeSeeders. Oui, évidemment, on remercie toute la communauté de WeSeeders et évidemment, on continuera à répondre à toutes les questions qui n'ont pas été posées là à l'instant pendant le direct. N'hésitez pas à poser vos questions sous le live, dans les commentaires. On continuera à y répondre avec autant de précision que possible. Et n'hésitez pas non plus à parler d'IMD Pharma autour de vous. On vous encourage à le faire. Alors, il y a une question qui est arrivée, mais je vais y répondre. C'est un WeSeeder qui demande la valorisation de la société. Alors, on ne pourra pas la dévoiler aujourd'hui lors du live, mais elle est disponible sur la page WeSeed. Donc, si vous avez un compte validé, vous aurez accès à cette information-là. Donc, je vous invite à la consulter. Et si votre compte n'est pas validé, voilà, je vous laisse le finaliser pour que vous puissiez y avoir accès et aussi, surtout, potentiellement investir dans la société. Juste avant qu'on se quitte, un petit rappel sur la défiscalisation sur l'impôt sur le revenu. Donc, comme vous savez, le taux a été validé à 25% et IMD est éligible à la défiscalisation. Donc, si vous investissez, vous pourrez bénéficier de cette déduction sur l'impôt sur le revenu. Et comme l'a dit Cédric Olivier, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, à consulter les news qui seront publiées jusqu'à la fin de la collecte. Voilà. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, n'hésitez pas à regarder le replay qui sera disponible normalement dès demain sur la page WeSeed. Voilà. Donc il reste quelques semaines de collecte pour rejoindre IMD Pharma. Merci à tous les deux. Merci à vous. aux WeSeeders présents en direct. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau live startup sur WeSeed. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.